Vous allez écouter dans un instant l'écrivain Makis Malafékas, auteur de néo-polar mêlant pulp et roman social, mettant en scène son alter ego, l'écrivain Michalis Crocos. Il était à la librairie Ombre Blanche vendredi 12 juin 2026 pour la parution aux éditions Asphalt de son nouveau roman intitulé Deepfake, en dialogue avec Clara Leprince. Bon, on va commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci à Makis Malafékas d'être avec nous ce soir, on est ravis de vous recevoir. Grand plaisir d'être ici parmi vous, merci. Je vais faire une brève présentation. Vous êtes né à Athènes en 1977. Vous avez fait des études d'histoire de l'art à Paris avant de vous consacrer à l'écriture. Vous écrivez aussi bien des polars que de la poésie et ainsi que des articles. Votre dernier livre, Deepfake, aux éditions Asphalt, est celui pour lequel on vous reçoit ce soir. Il fait partie c'est le dernier d'une trilogie. Les premiers étaient Dans les règles de l'art et un autre était grec. C'est le dernier d'une trilogie, mais ce sont des one-shots, hein, ça se lit indépendamment, même s'il y a un caractère, un personnage récurrent qui est le héros, donc qui est un écrivain. C'est dans la forme du polar, mais ce ne sont pas vraiment des polars, étant donné que le héros n'est ni flic, ni privé, c'est un écrivain. Donc en quelque sorte, mon alter ego déclaré, quoi. J'aime bien commencer par en savoir un peu plus sur le début. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos premiers souvenirs de lecture ? Le début. Oui, Jules Verne. Ça existait beaucoup quand j'étais jeune garçon en Grèce. Hein. Voilà, aventure, je dirais aventure. L'île au trésor de Stevenson, des choses comme ça que j'adorais. Et d'une certaine façon, je vois ce que je fais en tant qu'aventure. J'ai pas de problème avec cette catégorie-là, qui est une grande insulte, bien sûr, pour la grande littérature. L'aventure, c'est un truc. Voilà, dire ça, que j'écris des aventures, ce serait. Mais j'ai aucun problème je revendique ça volontiers. De toute façon, je pense que ces étiquettes-là. Polar, noir, néo-polar, roman quelconque. Enfin, ça n'a d'intérêt. Ce sont des nuances qui n'ont d'intérêt que sur la bouche des spécialistes. En réalité, ce sont des romans, donc il y a une histoire. Voilà. Très bien. Mais pour revenir à votre question, très tôt, je lisais des trucs vraiment lourds. Après, quand j'avais 14 ans, je lisais Kafka. Et même que je me souviens, je me disais que je comprends pourquoi et ce qui lui arrive. C'était épouvantable. Et après, plein d'autres. Quand je débarquais à Paris, j'avais 19 ans et j'ai beaucoup lu à l'époque de l'autofiction à la française, qui s'écrivait dans les années 80 et 90. Et je pense que ça a aussi, d'une certaine façon, sans doute nourri ce concept-là, parce que c'est un peu moi. Donc, ouais. Et l'écriture, est-ce que c'est arrivé tôt ? Oui, mais pas de façon assumée. Okay. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je lisais, très souvent, je me demandais comment est-ce que l'auteur a fait ça. C'est-à-dire, je lisais les phrases en essayant de comprendre l'effet que ça me provoquait, de façon très technique. C'est-à-dire, comment est-ce que, si les mots n'étaient pas mis dans le même ordre, est-ce que ça aurait eu le même effet émotionnel ou autre sur moi ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Donc, qu'est-ce que c'est que le rythme ? Qu'est-ce que c'est que le swing, tout ça. Donc, d'une certaine façon, mes premières expériences d'écriture, c'était la lecture. C'est souvent comme ça, je pense.
Et est-ce que vos études d'art ont eu une influence dans ce que vous écrivez ? Le premier volet de cette trilogie-là, qui se déroule à Athènes aussi, je dis ça parce que dans le deuxième, ce n'est pas le cas. Le héros part en vacances sur une île grecque, dans le deuxième. Mais le premier, ça se passe pendant l'été 2017, sur une ville d'Athènes plus ou moins catastrophée par la crise économique et sociale dont on se souvient. Et en même temps, elle accueille une grande foire d'art contemporain qui est la Documenta de Cassel. C'est un vrai événement quinquennal censé être plus important que la Biennale de Venise. Et qui, cette année-là, c'est une institution allemande, décida d'aller à Athènes, de se déplacer de l'Allemagne à Athènes parce qu'apparemment, il se passait des choses là-bas. C'était le zeitgeist de l'époque, c'était à retrouver à Athènes parce que justement c'était intéressant à cause de la crise. Et c'était malsain presque, parce que c'est sous fond de catastrophe sociale, tout le bling-bling de l'art contemporain qui débarquait à Athènes. Donc moi j'ai vu des situations que je connaissais très bien à cause de mes études, mais aussi de mes cercles d'amis qui sont des artistes. Je connais un petit peu ce milieu-là. J'ai bossé très longtemps à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et je me suis dit, tiens, tout ça, c'est très, très fertile pour en faire un roman, en réalité. Donc, je vais créer un héros, le mettre au milieu de tout ça et rendre à mon époque grecque la fiction qu'elle mérite. Et donc, je l'ai dit au début, vous n'écrivez pas que des romans. Est-ce que les thématiques sont différentes en fonction du support que vous utilisez ? Je ne pense pas. Hein. On parle toujours de... Je ne fais... Non, c'est la forme, hein, c'est la technique qui change. Non. Qu'on écrive un roman ou une petite phrase, il y a toujours, de toute façon, chaque phrase pourrait être partie d'un roman ou un début ou une réflexion, une note. Oui, je fais une distinction avec ce que j'écris sur l'art, parce que j'ai des écrits sur l'art. Je suis aussi critique d'art, d'une certaine façon. Je fais du journalisme, donc c'est du texte plutôt politique. J'en écrivais beaucoup à l'époque de la crise grecque, justement. C'était très demandé en France, des témoignages directs de Grecs, mais aussi après sur Mediapart et ailleurs aussi. Voilà. Donc ça, c'est un autre style, mais ce n'est même pas je dirais même pas que c'est un style, c'est une autre mécanique. L'écriture journalistique. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, votre héros est auteur de romans. Pourquoi avoir choisi justement un écrivain ? Je ne saurais pas choisir autre chose. Hein. C'est ce que je connais. Et même qu'il fait exactement les choses que moi je fais. C'est le concept un peu méta de cette série-là, c'est que le héros, à chaque roman, il veut faire publier le roman de la dernière fois. Il vient de l'écrire, le roman que moi j'ai publié, et il essaye de le sortir, avec un succès relatif à chaque fois. Donc dans Deepfake, qui se déroule en 2022, ça fait 4 ans qu'il n'a pas écrit, c'était mon cas. Et puis il passe son temps à regarder en direct le procès de Johnny Depp et de son ex. Vous aussi ? Eh oui. Eh oui.
c'était barbare parce que c'était en direct depuis les États-Unis, donc c'était dans des heures très étranges. Et ensuite, je suivais aussi les analystes des youtubeurs sur le langage corporel, qui ment, enfin, tout ça, c'était n'importe quoi. Donc je me suis dit, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Donc je lui ai délégué cette charge. Et il le fait, soi-disant, pour trouver une inspiration pour son prochain livre qu'il n'écrit pas. Donc pour comprendre l'époque, écrire un roman sur les rapports hommes-femmes, peut-être un roman anti-woke, parce que c'est dans l'air du temps, faire un petit peu son bec BD. Mais heureusement, la réalité va le rattraper, et puis il écrira sur autre chose. Vous voulez que j'en parle Peut-être un petit peu plus tard. Okay, j'ai une autre question, même concernant le procès. Est-ce que ça a été quoi le déclic justement pour le début de l'écriture de Deepfake ? Est-ce que vous aviez déjà l'idée ou c'est à partir... Est-ce que le procès vous a donné le procès de Johnny Depp ? Non, pas du tout. À l'époque, je pensais que c'était un événement important, alors que là, c'est n'importe quoi. Et c'est un commentaire aussi sur ça, sur, disons, l'époque qui crée des événements, ou soit disons des événements, entre guillemets, mais qui ne sont pas... voilà, ça part. Au bout de 5 jours, ça disparaît. Et surtout, ça nous empêche de voir réellement qui on est, qui on est par rapport à l'époque, et par rapport aux vrais événements... par rapport au génocide, tout ça, quoi. Oui. À un moment donné, votre héros, Crocos, se demande si tout le monde autour de lui n'est pas en train de jouer un rôle. Est-ce que, d'une certaine manière, le procès qu'il visionne aussi n'est pas une sorte de mise en abîme de ce que lui, il est en train de vivre ? Oui, la mise en abîme, elle est présente de toute façon, du début à la fin. Et c'est un vortex qui évolue, parce qu'en plus il rêve, et il rêve de tout ça, et ce sont des rêves on ne se rend pas compte que ce sont des rêves, jusqu'à un moment, parce que c'est comme ça le fonctionnement du rêve en réalité. Mais ce livre, ça a changé de sujet. Au début, c'était censé être une étude, presque une étude littéraire, sur le phénomène de alt-right, avec des caractéristiques grecques. Alt-right, donc la droite alternative, ou la nouvelle droite, ou la droite chic. Je pense que l'équivalent pour la France serait les mouvances identitaires. Donc ça existe aussi chez nous. Il va les infiltrer et devenir leur rédacteur de fake. Mais il va le faire pour sauver une amie. Il a l'obligation morale de le faire, donc il va le faire. En réalité, il va le faire pour trouver l'inspiration de son prochain bouquin, qui est celui-là. Et je pensais que ça allait être un livre, une étude comme ça. Mais pendant l'écriture et alors que j'étais en train de décrire des vrais caractères autour de moi, c'est-à-dire mes amis pas d'enfance, mais mes amis d'adolescence et ceux qui sont devenus aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était un livre sur ma génération en réalité, c'est-à-dire des gens qui étaient jeunes, qui étaient ados dans les années 90, avec tout ce que cette époque comporte comme charge culturelle, la musique électronique, les références communes de toute une génération, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et quel est leur rapport au pouvoir. Voilà, c'est un livre sur le rapport au pouvoir des gens de ma génération. Et donc, il infiltre une organisation. Est-ce que le nom que vous avez donné, c'est une organisation qui existe vraiment en Grèce, ou vous vous êtes inspiré d'organisations qui peuvent exister ? Non, c'est pas un vrai nom. Okay. C'est-à-dire, je l'ai imaginé, mais elle est tout à fait modélisée sur de structures existantes. Et puis surtout les gens
les caractères et les situations qui sont décrites sont très très réelles. J'ai dû infiltrer aussi quelque chose. J'ai dû aller quelque part pour écrire ce livre. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que j'ai fait, mais j'ai dû le faire. Et c'est pour ça aussi que ça a pris 4 ans. Les 2 autres, c'était à chaque fois 1 an et demi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de repérage à faire. C'était des sujets que je connaissais. Je connais très bien Athènes, le milieu de l'art contemporain, aussi les îles, l'île précise où il part en vacances, l'île d'Icaria, qui n'est pas loin de la côte turque, je la connais bien parce que je suis originaire de là-bas. Donc j'avais pas un grand repérage à faire. On connaît son bled, quoi, les situations, etc. Mais là, c'est vrai que je n'avais jamais infiltré une organisation d'extrême droite pour devenir leur écrivain et vivre tout ça. Donc voilà, ça a pris du temps. Il est donc aussi question des créations de fausses informations et de aussi la falsification de la réalité. Est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent ? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça ? Mais oui, je veux dire, il y a une théorie qui est un peu mentionnée, elle n'est pas analysée, mais elle est mentionnée. Comme il y a plein de choses qui sont mentionnées et qui appellent donc, voilà, si le lecteur est vraiment intéressé, t'as qu'à aller voir de quoi on parle. Ce sont des dialogues. Parce que justement, on est dans une époque où en parlant, on mentionne on a des références plutôt que des connaissances. Bon, bref. Il y a une personne qui lui dit, tiens, tu sais, il y a cette théorie, c'est un philosophe suédois, c'est un vrai, hein, je ne l'ai pas imaginé, dont on ne se souvient pas du nom, parce que, en effet, moi, je ne me souviens jamais du nom de ce type, à chaque fois, je dois le chercher, bon. Et qui dit la chose suivante. C'est une hypothèse, ça s'appelle l'hypothèse de la simulation. Plus les techniques d'intelligence artificielle, de simulation, de tout ça avance, et puis plus ça devient performant et crédible, plausible, plus les chances qu'on soit déjà dans une simulation augmentent. C'est-à-dire, il est possible que tout ça, c'est déjà une simulation de quelque chose d'autre qui existe réellement, mais c'est plus là. Donc, ce type-là existe, il a 50, 55 ans, et puis il se base sur des modèles mathématiques et statistiques et sur des théories du jeu, sur le jeu, les jeux de société ou bien des jeux comme les échecs, etc. Et voilà, c'est une théorie assez terrifiante qui est mentionnée un petit peu ici, donc voilà, je suis là pour vous terrifier. Voilà. En parlant de votre personnage principal, on peut le considérer un petit peu comme naïf, voire désabusé, parce qu'au début du roman, il va donc accepter d'infiltrer ce groupe d'extrême droite sans vraiment se poser de questions. Oui. Généralement, il n'est pas naïf. Je dirais qu'il il est devenu cynique comme son époque. Mais là-dessus, vous avez raison. Il est un petit peu. Il pense que ça va pas, que c'est des rigolos. Il pense que ça ira. Après tout, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Ce sont des fachos et donc des abrutis et donc ça va, quoi. Et que ce sera rapide. Ça sera rapide, ça sera vite fait. À la limite, ça sera un petit peu chiant, mais bon. Mais c'est pour se donner du courage, hein. C'est le moment de la décision. Donc, il fait exprès. C'est une fausse naïveté en réalité. Où on va, on ne sait pas. On sait pas. Et à chaque moment de décision, il y a ça. Pourquoi pas ? Bon, pour aller, tu te donnes une petite raison supplémentaire pour faire quoi que ce soit, pour se lever le matin. Je sais pas. Vous l'avez mentionné tout à l'heure aussi, il est également question du pouvoir. À un moment donné, il se demande même si il ne serait pas bon de faire appel aux autorités pour rendre compte de ce qui est en train de se passer. Mais tout de suite, finalement, il va se demander qui a véritablement le pouvoir.
Oui, oui, il est tellement désespéré qu'il pense à appeler les autorités. C'est vrai. Mais ça, c'est une réalité hein, dans des pays corrompus comme la Grèce, ou même dans des pays censés être pas corrompus et un petit peu plus normaux, comme d'autres pays. Euh, je veux dire, voilà, ça c'est un grand malentendu dans ce genre-là, le roman policier en général. Il y a cette sous-catégorie qui s'appelle le whodunit, qui est le style Agatha Christie, où en réalité on doit découvrir si celui qui a perpétré le crime était le médecin ou le notaire, je sais pas moi. Et c'est à chaque fois, le modèle c'est qu'il y a un huis clos, bon, on connaît le modèle. Et Hercule Poirot ou quelqu'un d'autre va découvrir, il y a des indices, et par déduction, voilà, qui l'a fait. Et à chaque fois, dans la salle, parce que c'est un huis clos, il y a soit un représentant de la police ou de la justice, et voilà, le coupable va être arrêté, et c'est la fin de l'épisode. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que ces deux institutions, celui de la police et de la justice, fonctionnent. C'est-à-dire, ils sont ceux qui sont censés être, ils font ce qu'ils sont censés faire, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, ça a donné naissance à d'autres types de romans policiers, historiquement, surtout. Et à chaque moment où une société est en crise, un autre type de polar est venu. Voilà. Ce style-là existe depuis les années 30 aux États-Unis, parce que c'était au lendemain de la grande crise de 29. Et aussi en France, on l'a vu à la fin des années, à la fin des 30 Glorieuses. Et ensuite en Amérique latine, en Italie, partout où il y a eu des crises graves, on a découvert qu'on ne faisait plus confiance aux institutions et que ça ne rimait à rien de faire des livres où on arrête les méchants à la fin. C'est parce que c'est pas ça la vraie vie. Et dans la vraie vie, on connaît qui est le coupable. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas qui a fait le crime, qui a commis le crime. Chaque personne individuellement, les lecteurs savent qui est le coupable dans leur vie, dans l'histoire de leur vie. Donc c'est un peu choquant de leur dire le coupable c'est le médecin, parce que voilà. Non, les gens savent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec cette information-là. C'est là où ça devient intéressant, en tout cas pour moi. Et on en parlait tout à l'heure avant la rencontre. Vous me disiez que donc Deepfake a été traduit en anglais. Est-ce que vous sauriez pourquoi celui-ci et pas les précédents ? Ça viendra, j'espère. C'était parce que ce livre-là a fait un bruit particulier en Grèce. Ensuite, il a été shortlisté pour un prix européen de littérature l'année dernière. Et il a été traduit donc en italien. J'apprends qu'il va être traduit dans quelques langues inattendues comme l'albanais et l'arménien. Enfin, je dis ça, ce sont des petites langues, des petits, voilà, des petits, en nombre d'utilisateurs de la langue, hein. Comme le grec est une petite langue. Et puis en anglais, de façon inattendue, parce que le marché anglo-américain, il est totalement fermé, c'est un délire. C'est très, très peu de traduction vers l'anglais. C'est un marché qui est autosuffisant. Il y a très peu de traduction. Donc voilà, ça c'était quelque chose que... Donc j'étais à Londres il y a un mois, à Dublin aussi, pour défendre ce livre. Est-ce que vous diriez que Athènes est une ville qui se prête particulièrement à l'écriture des romans noirs ou des romans policiers, dans son atmosphère ou
Oui, étant donné qu'elle a des schémas répétitifs. Le roman policier fonctionne beaucoup avec les règles établies et bien respectées, au sein desquelles on peut improviser. Et pour bien improviser, il faut que les règles soient établies et respectées, tous les clichés, les stéréotypes, etc. Donc c'est une ville où on peut, par exemple, être sûr que pendant l'été, il y aura de la canicule. Donc voilà, je dis ça parce que donc tous ces romans-là, cette série-là se déroule à chaque fois pendant un été. Donc voilà, c'est un leitmotiv, comme la transformation de la ville. Par contre, c'est autre chose. Athènes est en train de perdre son caractère à cause du tout-tourisme, dont elle était épargnée de ça. C'était sur le tourisme grec, qui existe depuis très longtemps. C'était surtout les îles, la Crète, le Péloponnèse, tout ça. Athènes, elle était épargnée, parce qu'elle n'était pas considérée comme une ville très accueillante comme ça. En plus, elle était polluée. Bon, c'était pas intéressant. Maintenant, c'est devenu, pour toutes les mauvaises raisons, mais c'est devenu une ville très touristique. Et voilà. Et c'est un nouveau leitmotiv pour moi. Il faut tenir en compte que quand le héros qui habite, il est obstiné, il ne parle pas de son centre-ville, il sort de chez lui, il va rencontrer constamment des touristes, ce qui n'était pas le cas avant. Et même des gens du coin qui pour s'adapter, ils sont tellement confus qu'ils se déguisent en touristes. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais le mec qui descend en bas de chez lui pour prendre le café avec une chemise à fleurs, quoi. C'est n'importe quoi. Pour faire... en plus des chemises à fleurs slim fit. Il a mal compris le concept. C'est un désastre. Est-ce que vous acceptez de lire un extrait en grec ? En grec, oui. Oui. Enfin, écoutez, si vous voulez, mais je ne sais pas qui va comprendre. Mais... Je lirai après en français. Le début ? Oui, le début, oui. Okay. Τώρα όμως είχαν αλλάξει τα πράγματα. Το κίτρινο ράγκλερ του κουτιού, σηκωμένο, πειραγμένο, μπάρες, προβοσκίδα, όλα μέσα, κατέβαινε με φόρα την Ιπποκράτους και εγώ δεν σκέφτηκα στιγμή να σηκώσω το χέρι μου και να φωνάξω «Ταξί!» έτσι για το χαβαλέ. Όπως κάναμε με κάτι Ρενό και κάτι Τσικουετσέντο που κυκλοφόρησαν κίτρινα σε μια φάση. Όχι. Τώρα το μόνο που με ένοιαζε ήταν να περάσω γρήγορα απέναντι μη με πατήσει, γιατί ο μαλάκας δεν έκοψε καθόλου. Παραερχόταν ευθεία πάνω μου, κανονικά μέρα μεσημέρι, με τους 2,5 τόνους σίδερο στο χέρι και έναν έκφραστο ύφος θανάτου στο πρόσωπο και στα δύο πρόσωπα. Όπως προσγειώθηκα δίπλα στο ψιλικατζίδικο της Δερβενίων, γύρισα να δω. 2 μούλοι πανομοιότυποι μπροστά, τεκνά 27'ριδες, μαύρης μασατινέ και κοντό μαλάκι με περιποιημένα τσουλούφια που μύριζαν απειβήτα ενυδάτωση και αγορά ακινήτων και κοκτέιλ μπαρ με ψαγμένο μεσκάλ. Αλλά δεν ήταν το μαλλί το θέμα, ούτε το ύφος, ούτε το ράγκλερ, στα αρχίδια μου το ράγκλερ. Ήταν ότι η πλακίτσα με το κίτρινο αμάξι δεν με ένοιαζε πια, ότι δεν υπήρχε καν, ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ και ότι δεν είχα καμία διάθεση για κανένα χαβαλέ, ούτε για μισό δευτερόλεπτο και ότι φοβήθηκα. Φοβήθηκα αυτούς τους τύπους με τις φάτσες, σε γαμάω μες στο γαμημένο σου το κέντρο και περνάω και σε σκίζω και ξαφνικά ήθελα να γυρίσω γρήγορα σπίτι μου χωρίς να ξέρω το πώς και το γιατί. Μάζεψα τα 2 ψωμιά μαράτα που μου έπεσαν στην προσγείωση, προσπέρασα το ψιλικατζίδικο με τα πρωτοσέλιδα για τις ανύπαρκτες μεταγραφές του Βάζελου και τα πρώτα φιλικά, ανέβηκτα σε ένα σκληπιού από Ερεσού, έκανα να πάω σπίτι, αλλά την τελευταία στιγμή έστριψα Καλλιδρομείου, κατηφόρησα και μπήκα στην πρώτη κολοκαφετέρια μετά το αστυνομικό τμήμα. Merci. Merci. Je tiens à préciser que c'est du vernaculaire c'est de l'argotique grec, hein, très contemporain, très bien traduit, comme vous allez peut-être voir, par un jeune Français qui habite à Athènes, Nicolas Pallier, et qui a tout compris sur le langage. Bon, on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais... Pardon. Sauf que maintenant, les choses avaient changé. Le Wrangler jaune flambant neuf, toute option, surélevé, tuné, barre de toit et tuba sur le côté, dévaler la rue Hippocratus à tombeau ouvert. Et moi, je n'ai pas pensé un seul instant à lever la main et crier « taxi » pour la déconne, comme on le faisait à une époque, avec des Cinquecento et autres Renault qui avaient été lancés en jaune.
Non, la seule chose qui m'importait là, c'était d'arriver sur le trottoir d'en face avant de me faire écraser, parce que le fils de pute n'avait toujours pas ralenti et fonçait droit sur moi, tranquille, en pleine journée, ses 2,5 tonnes d'acier entre les mains et un air d'assassin blasé sur le visage, sur les deux visages. En atterrissant à côté du bureau de tabac à l'angle de la rue d'Hervignon, je me suis retournée pour voir 2 tranches de kaki identiques, minées de 25 ans au bronzage satiné, petite houppette sur le devant et joli dégradé, qui sentaient d'ici la crème hydratante Happy Vita, l'investissement immobilier et les bars à mescal raffinés. Mais ce n'était pas leur coupe le problème, ni leur expression, ni même le Wrangler. Rien à battre de leur Jeep. Le problème, c'était le gag du taxi. C'était que le gag du taxi ne me faisait plus rien, qu'il n'était plus sur la table, qu'il ne l'avait jamais été. Le problème, c'était que je n'avais eu aucune envie de déconner, ne serait-ce qu'une demi-seconde, et que j'avais eu peur. J'avais eu peur de ces types et de leur air « je t'emmerde, toi et ton centre-ville de merde, je te découpe en deux quand je veux », si bien que tout à coup, sans savoir pourquoi ni comment, je n'ai plus eu qu'une envie, rentrer chez moi fissa. J'ai ramassé les 2 paquets de pain de mie qui m'avaient échappé pendant l'atterrissage. J'ai longé le bureau de tabac et ses unes consacrées au mercato inexistant du Panathinaïkos et au calendrier des premiers matchs amicaux à venir. Je suis remontée rue Asclepiou par la rue Eressou, direction l'appart, mais à la dernière seconde, j'ai tourné rue Khalid Romiou, j'ai suivi la pente et poussé la porte du premier café à la con après le poste de police. Merci. Il faut préciser que les taxis à Athènes sont jaunes. Voilà. Sinon, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, vous disiez que... On pense qu'on est à New York. Ouais, c'est ça, les Grecs, c'est... Voilà. Pardon, allez-y. Oui, vous parliez du traducteur, du coup ? Oui, donc Nicolas, qui a traduit les 3, c'est vraiment très très bien. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle page, pas que le début. En plus, c'est très rythmé. Je sais pas comment il a reproduit le swing du livre en grec, quoi. Et voilà, j'ai de la chance de l'avoir. Enfin, c'est lui qui m'a trouvé. Vous avez trouvé comment ? Il a lu le premier livre en grec parce que il parle grec. Quand il parle grec, on se rend même pas compte qu'il est pas grec. Hein. Okay. Voilà. Il est devenu grec, il joue le bouzouki, c'est pour vous dire. Donc, bref, et donc il est venu me voir en tant que lecteur, parce qu'à l'époque, il n'avait pas vraiment traduit de la littérature, il faisait d'autres traductions, et il m'a dit, je veux absolument traduire ce livre. Je parle du premier de la série. Hein. Et je lui ai dit, ok, parlons. Oui, montre-moi. Donc, voilà, je lui ai donné très très peu de consignes. Après, on a revu ensemble quelques expressions comme ça très particulières, mais je suis très très content. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un autre roman ? Oui, oui, je crois. Mais pas avec. Ça, c'est une trilogie qui a fait son temps. Pas son temps. C'est un cycle qui se ferme. Peut-être qu'il y aura une autre. Mais entre-temps, je fais un autre livre qui va plutôt du côté de la science-fiction. Okay. Ou anticipation, disons. C'est un genre que vous lisez en tant que lecteur ? Oui. Plus que des polars. Ok. Oui. Je suis pas très polar. D'accord. Oui. Et du coup, comment est venue l'idée du polar alors ? Pour moi, c'était pas quand j'ai commencé, c'était pas un polar. Je pensais que je faisais du pulp. Okay. Tout ça, c'est du pulp. Hein. Mais très souvent, le pulp emprunte les formes et les protocoles d'autres genres très définis. Ça pourrait être un western ou une histoire de pirate. C'est la même chose parce que ce sont des règles établies, donc on se les approprie pour que le texte fonctionne en réalité. C'est pas polar, ça va. Ça me va. Si quelqu'un veut croire que c'est un polar, c'est un polar. Encore une fois, c'est pas, pour moi, ça n'a de sens que pour les gens qui veulent savoir où placer le livre une fois qu'ils l'ont lu sur l'étagère. C'est très bien aussi, hein, aucun problème. Voilà. Et oui, j'ai aucun problème avec les Wranglers non plus. Voilà, tout va bien.
Et du coup, pour revenir à la science-fiction, donc vous êtes plus un lecteur de science-fiction. Quels sont vos auteurs de prédilection, s'il y en a? Plein, il y en a plein. Bon, je lisais beaucoup Philippe Cadic à un moment, j'ai tout lu, c'est phénoménal. C'est peut-être l'écrivain américain le plus important parce que il a établi, ce qu'il fait n'existait nulle part ailleurs, quoi. Ce genre-là, c'est lui. La façon de le faire, il a fait du cyberpunk avant le cyberpunk. Bon, donc aussi le cyberpunk des années 80. Je sais pas moi, Gibson, Spinrad aussi, j'aime beaucoup Norman Spinrad. Qu'il faudrait relire parce qu'il a décrit l'ère Trump avant, déjà dans les années 80. Oui. Pas plein d'autres. Butler aussi a écrit La parabole du semeur qui ressemble étrangement à ce qui se passe aux États-Unis. La parabole du semeur, c'est un texte qu'elle a écrit, je pense, dans les années 80, peut-être. Mais c'était les années où les gens ont complètement flippé avec Reagan. Hein. Donc elle écrit son texte et elle le place en 2024. Et c'est fou, en fait, de lire ce texte aujourd'hui. Et du coup, le texte que vous êtes en train d'écrire, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Un petit peu, je peux. Un petit peu. C'est sur une île grecque, on ne sait pas laquelle, et les gens ne peuvent pas partir. Voilà. C'est une critique de la... Je vais faire subir aux gens qui veulent tellement partir en Grèce en vacances le fait de ne plus pouvoir partir. Ce qui est le cas des Grecs. Hein. Donc voilà, vous allez voir ce que c'est vraiment que la Grèce dans mon prochain bouquin. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Deepfake? Non, ça va. Je pourrais, éventuellement, oui, si vous voulez, il y a des questions, discuter avec les gens, je sais pas. Bon. Ah, je pourrais pas le faire. Je pensais que je serais capable. J'avais commencé, mais c'est pas ça, hein, non. Je parle bien français, mais c'est pas ma langue maternelle, et donc c'est uniquement avec, je pense, qu'avec sa langue maternelle, on peut être inventif et jouer, oser, avec certitude. Non, ça me va très bien. Nicolas est très fort. Après, je lui dis, on en parle, enfin, on fait des petits débats. Il m'écoute en plus. C'est quelqu'un qui écoute parce que ce qui n'est pas le cas de tous les traducteurs. Hein. Les traducteurs peuvent souvent être très. Enfin, ça, c'est ton boulot, ça, c'est le mien. Il faut pas, voilà. Mais avec Nicolas, maintenant, on est devenus des vrais copains et ça fonctionne très bien. Et pareil pour le traducteur, les traductrices, il y a en italien et en anglais. Très étrangement, ce sont des gens qui sont tous plus jeunes que moi, ça c'est pas étrange du tout, qui habitent pas loin de là où je suis quand je vais à Athènes. C'est-à-dire tous les trois, ils se connaissaient pas entre eux. Hein. C'est voilà. Oui. Juste, donc, écrire en français dès le début, pour vous, c'est pas possible? C'est encore moins possible que traduire, pour les mêmes raisons. C'est une histoire de langage. Là, je sais que je parle bien français devant vous, mais ce que je fais, c'est que j'imite les gens qui parlent bien français. Et je sais que je fais ça.
les gens que j'ai croisés dans ma vie, surtout en France, des amis, des professeurs d'université ou des personnalités, etc. Et j'ai créé une combinaison, mais je sais que je suis en train d'imiter quelqu'un et que je ne peux pas être réellement inventif et je peux développer un langage, mais pas... Je parle la langue nationale, la langue apprise. Mais en grec, j'ai un langage. J'ai inventé mon grec quand j'avais 15 ans et je n'ai fait que l'enrichir et il fonctionne. Je crois. Hein. Prétentieux de dire ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il me semble que au début du roman, votre personnage, interrogé sur son lieu d'écriture, répond qu'il écrit n'importe où, ou même qu'il n'écrit pas. Voilà, et surtout nulle part. Ouais. Et en même temps, vous avez une écriture alors qui pour moi me fascine par son paradoxe. Elle est d'une très très grande précision. Et en même temps de quelque chose de totalement irréel. Enfin, je n'arrive pas à croire à cette précision, non pas parce qu'elle ne serait pas vraie, mais parce qu'elle me raconte quelque chose, enfin, comme si en permanence quelque chose sautait dans ça. Et ça m'a interrogé sur justement ce lieu de l'écriture. C'est-à-dire comment votre processus d'écriture se met en place. Est-ce que vous écrivez dans votre tête, dans la rue, quand vous êtes en train de marcher? Comment se construit les choses? Par la ou par l'émergence d'images, d'émotions, voilà. Comment la précision arrive finalement? Est-ce que c'est la précision qui vient cadrer, ou est-ce que c'est la fiction qui vient casser un schéma C'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est la grande question, je pense, que vous évoquiez là, le grand problème du torrent de conscience, on appelle ça comme ça en français. Parce que bon, on est enfermé de façon totalement hermétique dans la subjectivité de ce type. Donc on ne va jamais sortir de sa tête. Et c'est en direct. Mais alors, quand est-ce qu'il écrit ? Voilà, parce que ce qu'on lit, c'est certes oral, mais c'est écrit. Donc, quand est-ce qu'il le fait? Et voilà, ça, c'est le fonctionnement de la littérature. Après, c'est les grandes questions. Il y a une différence très subtile entre le héros et le narrateur. Voilà. C'est le narrateur qui parle. Mais il faut que ça soit qu'il soit totalement invisible et qu'on croit que c'est le héros. Parce que voilà, c'est tout le travail. Je ne saurais pas vous dire comment je le fais. Je ne sais pas comment je le fais. Et si j'étais capable un jour de le décrire, je ne le ferais pas. Pas en public comme ça. Non. Je voulais juste parler d'Athènes de 1971. 1971, la dictature. Je quitte la Libye. Je fais mes études à Cambridge, littérature. Après, je pars à Athènes à la recherche de Zorba. Ça, c'était dans ma jeunesse. J'ai pas trouvé Zorba, mais j'ai trouvé une ambiance un peu bizarre parce que j'étais invité par une amie grecque qui a fait les études avec moi à Cambridge. Et j'étais dans le salon et j'entends un bruit bizarre. Je croyais que c'était un coup d'État à l'époque, mais en fait, ce n'était pas un coup d'État. Apparemment, ma souvenir me dit que c'était un tramway qui passait. Ça faisait tout le bruit qu'on croyait. Parce qu'à l'époque, la Grèce, je crois, c'était d'un coup d'État à une autre. Après, donc, je suis en France depuis 1972. J'ai visité pratiquement les 27 pays d'Europe, sauf deux villes, Cambridge et Athènes, par peur que je trouve une autre à Athènes. Et là, est-ce que j'oserais retourner la revoir 55 ans après, ou est-ce qu'il faut mieux garder le bon souvenir que j'ai vu?
Il faut garder les bons souvenirs dans tous les cas de figure. Ça, je dirais que c'est une approche générale qu'il faut avoir. Mais depuis 71, et qui était le régime des colonels, hein, de 67 à 74. Donc, Athènes elle a changé plusieurs fois depuis. Il y a eu le rétablissement de la démocratie, ensuite les années Parti socialiste dans les années 80, la corruption, le libéralisme des années 90. Enfin, la France a connu un petit peu des trajectoires parallèles. Hein. D'ailleurs, Mitterrand et Papandréou étaient des proches d'une certaine façon, et avec Kadhafi. Jusqu'en 69, c'était Kadhafi, et j'étais dans cette ambiance en disant les coups d'État, quoi. C'est-à-dire, je garde ce moment exact de. Je croyais qu'on était à un coup d'État ce jour-là, quand j'étais chez mon ami. Oui, mais c'était pas un bon souvenir pour plein de gens, ça. Ouais. Je veux dire, 71. Ouais. Mes parents ont quitté Athènes en 67, ils ont dû quitter, ils étaient à Paris. Ma connexion avec la France commence avec le régime des colonels. Donc ils sont rentrés en 77 à Athènes. Voilà. Je voulais rajouter juste quelque chose parce que je n'ai en langue arabe à peu près une vingtaine de livres. Et quand pour le traduire, donc j'ai publié chez Harmattan, mais j'ai jamais voulu traduire moi-même. C'était une femme tunisienne qui a fait ça parce que je sais que si on traduit dans une autre langue, c'est pas notre langue maternelle, ça va être un autre. Je ne sais pas, les poèmes ne seront pas les mêmes, on va reconstruire quelque chose de nouveau. Je pense qu'on a le même. Merci. C'est moi, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour. Vous avez dit que vous ne pourriez pas écrire en français, parce que ce n'est pas votre langue, mais vous avez quand même beaucoup discuté avec votre traducteur. Alors, quel est le contenu de cette discussion, justement ? Parce que lui, il va traduire d'une certaine façon, et comment vous savez que c'est la bonne traduction de votre langue ? Parce que je suis un très bon lecteur en français. Je lis en français. Je lis les classiques en français. Puis même les modernes, enfin tout ce qui est français, je le lis en français. Donc je suis un lecteur très expérimenté. Et je peux lire mon bouquin en français et lui dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que je ferais autrement. Je lui ai donné des consignes très fantasques au début, mais il a tout compris. Je lui ai dit qu'il faut aller voir les dialogues d'Audiard, mais aussi comment écrit Jean-Patrick Manchette, mais aussi la série Kaamelott, comme les gens parlent, les expressions argotiques, etc., ou le rythme. Et il m'a dit, ouais, je comprends, enfin, tu es fou, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, on s'est très bien entendu. Donc, vous êtes persuadé que sa traduction à lui est une bonne traduction de ce que vous avez appelé votre langage ? Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est une traduction, c'est pas... C'est du français. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Non, mais c'est un mec français qui parle là. Ouais. Donc ça, c'est... Mais il faut que ça soit comme ça. Ça aurait été vraiment... Enfin, évidemment, c'est impossible, mais ça aurait été intéressant, vu langue, langage, tout ça, d'assister à votre discussion avec lui. C'est ça qui aurait été intéressant. Ouais. Vous auriez dû l'enregistrer. Et je pense que pour les étudiants en littérature, tout ça, ça aurait été une très bonne chose. Je peux vous donner un exemple, mais qui n'est pas de traduction. C'est dommage qu'on n'a pas. Est-ce qu'on a les premiers livres, dans les règles de l'art ? Pardon, hein, merci. Mais pour une autre, voilà, la procureure, il reçoit la visite d'une procureure de première instance qui va lui donner son job d'infiltration. Et dans le texte en grec, je dis, bon, elle était comme ci, comme ça, elle ressemblait à une actrice grecque que personne ne connaît en dehors de la Grèce, qui s'appelle Kariophilia Karabéti. C'est pour dire qu'elle était un peu dure.
Et donc voilà, il fallait trouver une actrice française. Je ne vous dirai pas laquelle, il faut acheter le bouquin. Ah oui, non, ça ne fonctionne pas. Merci. Mais comment se fait-il que vous avez tout en grec? C'est waouh. Donc voilà. D'accord, merci. C'est moi. Par rapport à la situation actuelle en Grèce, qui date déjà de quelques années, par rapport à la situation politique, économique, les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Grèce, est-ce que ça peut vous inspirer parce que là, la réalité dépasse toute imagination par rapport au scandale en Grèce. Est-ce que toute cette situation-là, cette atmosphère ne vous inspire pas pour... Tout est dans le livre, hein. D'accord, je l'ai pas. tout est là, hein. D'accord, ok. C'est très contemporain. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci d'être venu. Pour ceux qui le veulent, pour des dédicaces. Ok. Oui. Merci beaucoup. Le roman de Makis Malafékas, Deepfake, est édité chez Asphalt, tout comme ses précédents, Dans les règles de l'art et Un autre été. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 12 juin 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.